Nous sommes à la causerie matinale là, à présent avec nos invités. Mathieu Bocor, journaliste à E-Télé. Bonjour Mathieu. Bonjour Théodule, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Très bien. Sylvain Etou, journaliste indépendant. Bonjour Sylvain. Bonjour Théodule. Bonjour chers co-débatteurs, bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes enseignant par ailleurs, journaliste. Sylvain Etou, merci d'être là. Merci. Donald Arrossi, présent aujourd'hui. Donald Arrossi, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour à tous. Donald Arrossi, je rappelle, vous êtes le directeur de publication de Béné Toro en ligne et économiste par ailleurs. Tout à fait. Très bien. Vous avez tous suivi la question du jour. Juste un mot en 30 secondes, Mathieu Bocor. Non, c'est marrant parce que la question du jour, un thème très intéressant. Il faut le dire, le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, c'est une rubrique qui enseigne, qui donne plus de leçons. Parce que beaucoup ne savent pas où se trouve le plus grand marché, mais je crois que grâce à Jacqueline Alavor, les gens apprennent, les gens comprennent ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que beaucoup de téléspectateurs ont compris maintenant où se trouve le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est le plus important. Voilà. Oui, c'est le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes en Afrique de l'Ouest. Il faudrait que nous comprenions quelques notions comme ça par rapport à notre région. C'est très important. Et là-dessus, c'est de souhaiter que notre grand marché à nous, pas puisse s'ériger, qu'on puisse apporter les éléments nécessaires, puisse apporter les touches nécessaires pour que ce marché-là se retrouve au concept des grands marchés de l'Afrique. Pourquoi pas le plus grand, pour devenir le plus grand véritablement en termes de superficie, en termes d'infrastructure et en termes de capacité économique que cela draine pour notre pays. Et ce serait un honneur pour le Bénin. Oui, Donald Rossi. Je pense que, comme Mathieu Bocor l'a souligné, la question du jour, ça permet vraiment d'apprendre parce que à travers les médias, on s'informe, mais on apprend beaucoup. Et je pense que c'est une très bonne initiative de nous parler quand même du grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez que chez nous, les activités économiques essentiellement sont liées au commerce. Donc, il a lieu quand même de savoir un peu le plus grand flux de commerce là-haut, la destination même en Afrique de l'Ouest, le point même cumulant de tout ça. Donc, c'est très bien, on a beaucoup appris sur l'initiative et j'encourage la consoeur qui réalise cette rubrique. Je l'encourage beaucoup à penser beaucoup plus à d'autres thématiques pour nous instruire davantage. Très bien. Merci, chers invités. Alors, nous allons aborder à présent les sujets du jour. D'abord, la sécurisation du transport fluvial qui est l'affaire de tous. Vous devez le constater depuis quelques jours, sinon quelques semaines, quelques mois, nos cours d'eau ne cessent d'avaler, si je peux m'exprimer ici, ne cessent d'avaler des vies humaines. La question donc du transport, de la sécurisation de nos concitoyens, de ces passagers, si on peut le dire ici, sur ces cours d'eau se pose aujourd'hui avec acuité. Nous allons en parler, voir les tenants et les aboutissants, ébaucher, pourquoi pas, des solutions, des propositions de solutions pour que ces cours d'eau soient véritablement sécurisés en termes de transport. Donald Rossi, la sécurisation du transport fluvial aujourd'hui au Bénin, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la sécurité, sinon la sécurisation même du secteur du transport fluvio lagunaire reste un grand défi pour nous. Un grand défi surtout à regarder de près depuis l'année dernière l'ensemble des cas de naufrage, des accidents qu'on a constatés sur nos différents fleuves et lagunes. Et ça nous a beaucoup coûté, notamment des pertes en vies humaines. Je pense qu'il s'agit de grandes pertes pour la nation et ça doit nous interpeller sur ce qui se passe parce que ça devient de plus en plus récurrent. On en a vu à Tiémé l'année dernière, on en a vu dans le nord du pays, à Karimama, à Malanvi, à Okpara aussi. À Okpara aussi, cette année, récemment, sur la lagune de Porto Nouveau, au niveau de Tantokba. Et ce qui s'est passé aussi à Tchaoru,
c'est beaucoup. Et aujourd'hui, je pense qu'il a lieu quand même de réfléchir, de faire l'état des lieux pour voir ce qui ne va pas réellement, où se situent les problèmes et quelles mesures doit-on prendre. Et je pense que tout au long de ce débat, nous allons revenir sur ces aspects. Très bien. Alors, Mathieu Bokor, quand on parle de sécurisation, aujourd'hui, au ministère des Infrastructures et des Transports, il y a bel et bien une direction du transport, des transports fluviaux qui est installée. Et son AOF, ses attributions, son organisation, son fonctionnement, tout ceci a été bien défini. Au regard de tout ce qui se passe ici aujourd'hui, est-ce que nous allons dire que cette direction n'a pas les moyens de sa politique? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Non, d'abord, c'est une direction qui s'est fixée des objectifs. Mener une politique de suivi, attribuer une autorisation à ceux qui ont voulu mener ces différents transports sur les différents fleuves et lagunes. Je pense que la direction reste dans son rôle et chacun à son niveau doit jouer son rôle. La question qu'il faut se poser telle que Donald disait, où se trouve véritablement le problème. Le problème d'abord c'est un problème d'analphabétisme de la population. Vous savez, ceux qui quittent peut-être Ganvier pour Dantokpa, c'est le seul moyen de déplacement où il faut nécessairement venir au marché, s'approvisionner, vendre pour au moins nourrir sa famille. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que malgré les différentes communications, parce qu'on ne peut pas dire que cette direction ne communique pas, malgré les différentes communications, peut-être qu'à un certain niveau, ça manque. Il faut élargir cette communication dans presque toutes les langues locales, ce qui pourrait amener, conscientiser ces différents transporteurs, cette population à comprendre l'enjeu de ce qui se passe. Vous savez, tel que Donald l'a dit aussi, la dernière fois à Malanville, je crois le ministère de l'Intérieur, parce que c'est toute une chaîne, la direction seule qui s'occupe du transport fluvial ne peut en aucun cas réussir sans l'apport de tous. Le ministère de l'Intérieur a alerté le cas de Malanville parce que à une hauteur donnée, il faut plus circuler sur nos eaux. Mais est-ce que la population a été bien informé? C'est la question qu'il faut se poser. Normalement, à une hauteur de 620 cm, je crois que c'est déjà l'orange. À 622, c'est le rouge. Mais je pense que sans prendre conscience de la réalité qui se pose aujourd'hui, la population ne sait pas à quelle hauteur il faut circuler, ou est-ce que l'eau ne doit plus être... Où est-ce que l'eau doit être située pour que moi je puisse mettre ma pirogue ou ma bague et circuler, venir au marché. Mais le seul problème est que la population qui doit se déplacer pour mener ses activités, pour faire ses besoins fondamentaux, alors que c'est le seul moyen, quel est le palliatif qu'il faut trouver? Le palliatif, c'est que il faut sensibiliser, toujours sensibiliser tel qu'on le dit, mais je pense qu'il faut élargir cette communication pour pouvoir les amener à comprendre l'enjeu véritablement de ce qui se passe, parce que il faut le reconnaître, le cas devient de plus en plus fréquent, la situation devient de plus en plus alarmante. Et après Atiémé, nous avons connu le cas de Karimaman, Malanville, Okpara, etc. Et puis, si ce n'est que la grande jeune dame Sakina qui a pu sauver au moins quelques vies humaines, la dernière fois, on aurait encore perdu des citoyens dans cette situation. La direction, telle que vous le dites, a sa part de responsabilité. Chacun doit jouer son rôle, mais je pense que le rôle le plus important revient à cette population qui doit prendre conscience de l'enjeu et doit véritablement être informée. Et je pense qu'il faut l'élargir tel que je le dis. Oui, Sylvain Chou, est-ce qu'il n'y a pas que les moyens de transport, de déplacement de ces populations-là ne sont pas restés jusqu'à aujourd'hui archaïques, vétustes, soit c'est de petites pirogues d'une petite dimension, pas spacieuse, que les gens utilisent avec tout un tas de monde. Est-ce que ce n'est pas la question de la vétusté de ces pirogues, de ces moyens de déplacement qui pose aujourd'hui problème? Vous touchez ce que moi j'estime être fondamental par rapport
au cas que nous déplorons ce matin, au cas qui se pose à notre pays, c'est véritablement là que se pose le problème, c'est quels sont les moyens de transport qu'utilisent ces transporteurs. Le transport fluvial au Bénin se mène de façon rudimentaire, de façon archaïque, on dirait. Aujourd'hui, dans d'autres pays, ces eaux sont des lieux, en tout cas, sont des voies de transport les moins coûteux parce que l'entretien de ces voies, ça ne coûte rien à l'État. Construire ces voies de transport, ça ne coûte rien à l'État. C'est déjà naturel, c'est là. Maintenant, quels sont les moyens que nous utilisons pour pouvoir donc faire ce transport-là? C'est là que se pose la question au Bénin. Et donc, quand vous allez sur ces eaux, soit même les bacs motorisés ne sont pas les bacs motorisés les plus modernes que utilisent ailleurs d'autres pays. Donc, c'est là que se pose le problème. Et que Mathieu Bokol le disait tantôt, il y a des populations qui attendent, qui ne peuvent qu'emprunter ce chemin-là pour aller d'un point A à un point B. Donc, pour pouvoir le faire et subvenir à leurs besoins fondamentaux comme cela se doit, il faut forcément emprunter ces eaux qui sont dans une situation vraiment où il y a des périodes où ces eaux montent de hauteur et qui deviennent de plus en plus dangereuses pour nos populations. Mais qu'est-ce que ces populations ont à faire? Elles n'ont rien que de se lancer parce qu'il y a des besoins satisfaits, il y a des activités économiques à mener, il y a aussi que des gens de par ce transport nourrissent aussi des bouches et c'est toute une chaîne en fait et qu'on ne peut pas stopper la chaîne parce que les eaux sont devenues un peu dangereuses d'une période donnée comme celle-ci. Donc là-dessus, ce sont les moyens de transport que l'État doit certainement essayer de réglementer, d'essayer de parfaire au niveau de ces transports-là. Ne serait-ce que des débuts pour que, en dehors de ces transports qui seraient d'une certaine modernité, que les transports, les moyens de transport artisanaux façon puissent diminuer, laisser place progressivement à des moyens de transport beaucoup plus modernes et qui nécessitent moins qui ne coûterait pas trop, qui ne coûterait pas trop aux acteurs. C'est aussi ça la question qui va se poser lorsque on aurait trouvé des moyens de transport beaucoup plus modernes. Quel serait le coût pour ces acteurs à pouvoir les acquérir et mener leur activité comme cela se doit sur nos eaux? Ce sera aussi la question. Mais je crois que progressivement, on peut, de par l'apport du pouvoir, commencer par moderniser les moyens de transport sur nos eaux, de sorte que d'une année à une autre, on puisse commencer par laisser les bacs traditionnels, laisser progressivement, qui sont vraiment difficiles à manœuvrer à des situations données lorsque les eaux sont à une certaine hauteur, que le transport fluvial puisse se faire comme cela se doit, parce que c'est un transport qui véritablement est très économique, très propice pour notre pays, en tout cas de par nos eaux que nous disposons, et donc progressivement puisse commencer par oublier ces pertes que nous engrangeons depuis. Quand on fait le bilan de 2019 à aujourd'hui, c'est énorme pour un petit pays comme le Bénin de constater des pertes comme ça en vies humaines, parce que simplement sur le transport fluvial il y a eu ces cas. Sur nos routes, vous savez, c'est assez de pertes également. Donc je crois que le transport en général au Bénin doit être pensé. Oui, mais quand on parle de sécurisation du transport fluvial, Donald, est-ce que aujourd'hui c'est l'affaire de l'État? Est-ce que c'est uniquement l'État qui doit y penser? Est-ce que les privés ne peuvent pas scruter ce terrain? C'est quand même quelque chose qui doit pouvoir faire bouger l'économie du pays. Quand vous quittez Dantokwa ou l'embarcadère d'Abomey-Cala avec pour Ganvier, des bacs beaucoup plus motorisés, plus modernes, vous quittez Cotonou pour Porto Novo, à Maria Tokwa par exemple, et bien d'autres cours d'eau. Est-ce que les privés ne peuvent pas s'intéresser à cette filière par exemple? Oui, et vous savez, aujourd'hui, quand on fait recours aux études géographiques, on remarque que les eaux de surface, la superficie des eaux de surface dépasse la superficie de la terre ferme au Bénin. Ça veut dire que nous avons quand même la bonne partie de notre superficie couverte par l'eau. Ce que voudrait dire quand même que nous avons un grand atout en ce qui concerne le transport fluvio et lagunaire. Donc,
il faut mettre quand même en valeur ce potentiel dont nous disposons. Mais pour mettre en valeur ce potentiel dont nous disposons, je pense que ce ne serait pas seulement l'affaire de l'État, parce que l'État a un rôle essentiellement pour, c'est-à-dire créer le cadre nécessaire pour permettre aux acteurs de venir investir dans ce domaine. Et récemment, il y a quand même une institution qui a fait une étude et après l'étude, avec les résultats de cette étude, a conçu un projet qui a pour ambition quand même de valoriser le transport fluvio-lagunaire chez nous. Et le projet voudrait quand même que l'État les appuie les privés dans la construction, par exemple, de 19 décabataires embarcadères et décabataires pour permettre à ce que les gens puissent beaucoup plus aussi circuler sur les lagunes, les fleuves, pour faire aussi du tourisme, parce que quand vous prenez la lagune de Porto-Novo, tout le long de la lagune de Porto-Novo, quand même, Soava et aussi jusqu'à Posotomé, il y a quand même des endroits à visiter. Et quand vous prenez par l'eau, quand même, c'est des paysages très beaux que vous pouvez visiter. Donc, il y a des projets comme ça qui sont là, mais il faudrait que l'État crée le cadre nécessaire pour permettre à ces acteurs de venir investir dans ce secteur. Mais je voudrais quand même profiter pour revenir un peu sur les éléments soulignés par Sylvain Ethiou. Vous savez, le problème de la sécurité sur les fleuves et lagunes au Bénin, c'est à deux niveaux. Il y a la responsabilité de l'État, mais il y a aussi la responsabilité des citoyens. Vous savez, nous avons, pour la plupart de ces citoyens, c'est des gens qui vivent sur l'eau ou sont dans les zones enclavées par l'eau. Ils sont donc des habitués. Les habitués, ils font la pêche et pour vivre, ils n'ont pas droit à la terre ferme pour faire de l'agriculture. Donc pour vivre, c'est-à-dire ils sont obligés de venir dans les marchés qui sont pour la plupart sur des zones en terre ferme pour venir et vendre leurs produits et se ravitailler en vivres pour repartir sur l'eau. Et les études ont montré que, par exemple, il y a environ près de 1200 personnes par jour qui convergent vers le marché d'Antokpa via l'eau, par exemple. C'est énorme. Des milliers de personnes, sinon des centaines de personnes qui convergent vers le marché de Dantokpa via l'eau. Ce qui voudrait dire quand même que la vie des centaines de citoyens sont quand même en danger chaque jour. Et le problème est que ces gens qui sont habitués au transport fluvio-lagunaire ont hérité des habitudes traditionnelles de leurs aïeux. C'est des barques, des pirogues de fabrication pour la plupart artisanales qu'ils utilisent. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment des dispositifs pour contrôler quand même l'état de ces barques, de ces pirogues. Alors que c'est ce qui est quand même indispensable. Ils utilisent des barques depuis des décennies qui sont là et parce que les gens n'ont pas de pouvoir d'achat nécessaire pour les renouveler, pour faire l'entretien indispensable, ils continuent toujours de les utiliser dans ces conditions. Et l'autre chose aussi, c'est que, c'est ce que Mathieu Boko a souligné tout à l'heure, il y a des périodes où on ne peut pas quand même naviguer sur l'eau. Parce que des fois, à cause de la montée des eaux ou des vents qui souffrent, c'est-à-dire que l'eau est tellement agitée que il y a des barques où il y a des pirogues qui ne peuvent pas circuler, vous ne pouvez pas supporter. Mais ces gens n'ont pas l'information. Mais qui peut leur donner l'information si ce n'est pas l'État? Si ce n'est pas l'État, si ce n'est pas un système officiel par lequel on leur communique l'information dans ces contrées pour dire, je ne sais pas si c'est à travers les radios communautaires ou peut-être à travers les chefs quartiers ou les chefs villages de ces régions où on va les envoyer l'information pour dire à telle période vous ne pouvez pas circuler sur l'eau. Et quand on vous attrape sur l'eau, c'est que en même temps vous êtes sanctionné. Mais il faudrait qu'on en arrive à ça. C'est vrai que nous avons une brigade de surveillance à Dantokpa après qui a été installée après plusieurs cas d'accidents constatés et qui essaie quand même de faire un peu ce travail. C'est-à-dire que avant l'embarquement, on essaie de voir un peu si les normes sont respectées en matière de switchage et aussi l'état des bacs. Et ils ont un montant à payer.
Et cette brigade essaie d'aller très tôt sur l'eau pour aller voir le niveau de l'eau, voir les conditions de transport et en informe les gens. Seulement que, vu aujourd'hui la croissance démographique, le flux du transport, je pense que cette brigade n'a plus vraiment les ressources indispensables pour faire la surveillance telle qu'il le faut. Et quand même, vous regardez l'effectif de la police fluviale aujourd'hui, quand même, c'est vrai que c'est une innovation qui est récente, mais c'est un effectif qui est très réduit. Et vu l'étendue du transport fluvial et lagunaire dans notre pays, je pense qu'ils n'ont pas encore les ressources nécessaires quand même pour faire la surveillance qu'il faut. Ressources en termes de moyens, en termes de personnel. Donc l'État a un grand défi dans ce domaine. Non seulement il faut leur donner les moyens, recruter du personnel et les déployer un peu partout. Prioriser beaucoup plus la sensibilisation, parce que quand vous faites de surcharge, ça va de la responsabilité quand même de ceux qui sont les acteurs de ce transport. Donc il faut les amener à comprendre les réalités, que c'est leur vie qui est en danger et ça coûte énormément pour leur famille, pour l'État aussi. Il ne faut pas qu'ils continuent avec ça, le temps qu'on trouve un moyen pour commencer par amener les privés dans ce secteur, pour qu'on puisse commencer par doter de ces communautés des bacs beaucoup plus modernes et mettre les dispositifs de surveillance. Et progressivement, je pense qu'on va conjuguer ce match. Oui, Mathieu, est-ce que là aujourd'hui, puisqu'on parle de la décentralisation, est-ce que les communes, nos élus locaux, le conseil communal, ou sinon les conseils communaux, n'ont-ils pas aujourd'hui une grande part de responsabilité désormais dans la surveillance, dans la sécurisation de nos cours d'eau, parce que ça se passe sur leur territoire en tout cas, et on connaît les communes qui sont traversées par ces cours d'eau. Est-ce qu'ils n'ont pas un droit de regard dans l'organisation, dans la sécurisation des citoyens là aussi? C'est pour accompagner le gouvernement à mener ses activités. C'est pour ça que la décentralisation a été initiée en 2002. Et je pense que dans toutes les communes aujourd'hui, nous avons les élus locaux, le conseil communal ou les conseils communaux qui ont été mis en place depuis 2002. Au niveau des eaux, donné que ce soit à Ganvier, à Soava, etc. Je pense qu'à Para et tout, je pense qu'il y a des autorités qui sont à la charge de ces différentes populations. Aujourd'hui, chacun doit jouer son rôle tel que vous le dites. Comment ces autorités arrivent à accompagner le gouvernement? C'est là la grosse interrogation. Accompagner d'abord leur population en matière de sensibilisation, en matière de communication. Parce que le ministère de l'Intérieur, le gouvernement en un mot, alerte déjà que pendant cette période, la situation n'est pas favorable pour mener quelques activités. Mais en finish, les gens continuent toujours de mener leurs activités. Oui, maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qui est conseillé? Ce qu'il faut faire, c'est ce que nous disions d'abord, c'est d'amener ces populations à comprendre l'enjeu. À les sensibiliser, à leur parler dans leurs différentes langues, dans leurs différentes dialectes. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas, je ne peux pas être si je maîtrise le tofin, alors que je suis élu de Ganvier, alors que c'est le tofin que je parle, il faut que ça soit la langue qui puisse être la langue favorable pour communiquer. Aujourd'hui, il faut aller, même s'il faut gongonner, il faut gongonner. Ils ont leur manière peut-être pour sensibiliser la population. Nous sommes sur la TFM, nous savons comment ça se passe. Le problème, c'est que soit c'est pas voix radio, voix médias, télévision, presse écrite, où on gongonne dans tous les quartiers presque. Je crois que même au niveau de Ganvier, ils auront leurs différents quartiers. Donc, je pense que ça doit passer par là. Et deuxième chose que le gouvernement doit faire, ou les élus communaux doivent faire, lorsque le coronavirus est arrivé, nous avons trouvé les moyens idoines pour mettre en place un cordon sanitaire. Un dispositif de cordon où nous avons dit nous ne pourrions plus nous déplacer peut-être dans tel point A ou à tel point B. Aujourd'hui, il faudrait que nous mettions en place cette disposition ou ce dispositif en montrant l'enjeu, en montrant à la population qu'aujourd'hui ou dans cette période, les eaux montent,
vous ne pouviez plus en matière de commerce ou en matière d'échange, de transport et dire nous voudrions venir à Dantokpa pour échanger ou pour commercialiser. Parce que ça va nous permettre de maintenir les petites ressources humaines que nous avons, de maintenir notre économie, de maintenir, de permettre à ces différentes populations de mener à bien leurs activités et d'aller vers le développement. Parce que autant que vous perdez un compatriote, il faut savoir que le développement a reçu un coup. C'est justement ça. Je pense que c'est tout un ensemble, que ce soit les élus communaux, que ce soit les conseils communaux, chacun doit à son niveau accompagner le gouvernement pour la réussite de ces différentes activités, pour la réussite du développement du Bénin. Très bien. Oui, Sylvain Hichou, quand on parle de la responsabilité des élus locaux, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait en leur sein, c'est-à-dire une organisation locale, où peut-être ces villes, ces coins d'eau ces villes qui sont traversées par des cours d'eau, on organise des gens qui sont habitués pour la sécurisation, pour la sensibilisation, et maintenant négocier, chercher à avoir des bacs motorisés pour faciliter cette fluidité du transport fluvial. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les élus locaux y réfléchissent tout en espérant l'appui de l'État? Oui, vous savez, nos conseils communaux ont toujours des différentes commissions qui s'occupent des pans de notre société. Je crois que surtout dans les communes où il y a le transport fluvial qui est amené, qui se mène, il y a certainement des commissions présidées par certains conseillers qui réfléchissent, qui travaillent le développement de ces secteurs-là dans leurs différentes communes. Et c'est le moment plus que jamais, parce que les communes depuis 2003 ont fonctionné dans une tradition que après près de 20 ans, nous devons dépasser. Nous devons dépasser le cadre où la commission est là, et réglemente les taxes, et puis c'est fini. Il faut innover, comme vous le dites tantôt, à pouvoir travailler le secteur. Si on prend par exemple le secteur du transport fluvial dans une commune qui est impactée par ce transport et qui remporte certainement des devises à la caisse de la commune, je crois que c'est le moment de travailler, c'est le moment de nouer des partenariats, c'est le moment de chercher des partenaires des villes étrangères qui sont dans cette même situation où le transport fluvial se mène à bien dans ces différentes communes, à pouvoir venir dans leur commune ici, voir ce qui est faisable, proposer des projets, soumettre à l'État même, soumettre à l'État, soumettre à des partenaires, soumettre à des privés béninois qui peuvent financer le secteur, histoire de pouvoir mettre en exergue, mettre en valeur nos eaux. Parce que une chose est que nous disposons des eaux, mais qu'est-ce que nous faisons en réalité pour pouvoir profiter de ces eaux en matière de transport? Et donc c'est parce qu'on ne sait pas trop profiter de ces eaux que de façon traditionnelle, nos aïeux ont travaillé de façon traditionnelle sur ces eaux. Les enfants ont hérité et ça se mène jusqu'en 2020 où de façon comme ça se faisait en 1950, ça se pratique comme ça au Bénin, que ça nous coûte des pertes en vies humaines. Et je crois que nos différents conseils communaux doivent transcender le fonctionnement traditionnel de nos communes, à pouvoir innover. On a vu des communes qui ont noué des partenariats avec des villes étrangères qui sont venues, des villes qui sont pratiquement des villes presque atypiques à nos villes ici, qui sont venues implanter ou bien implémenter des projets que eux autres, avec quoi ils évoluent là-bas, et que serait même chose chez nous ici qui se pratique, et ça a apporté des devises, ça a apporté de la lumière sur ces communes-là. Une coopération intercommunale. Voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nos conseils communaux se sont installés récemment. C'est des projets qui s'imposent à eux. C'est des situations qui s'imposent à eux. Ils doivent se jeter donc à l'eau, comme on le dit, et pouvoir trouver des solutions, pouvoir trouver des projets, histoire de venir aussi en aide à l'État, pouvoir soumettre des projets à l'État. Mais par rapport au personnel de la brigade, je crois que il y a eu un communiqué récemment qui essaie de faire un recrutement par le ministère du cadre de vie des jeunes à même de pouvoir faire la surveillance de ces eaux et de nos forêts. Et je crois que ce serait une manière d'étoffer l'équipe de cette brigade-là dont parlait tantôt Donald. Et on ne peut que souhaiter dans un
futur très proche que ce personnel sera vraiment un peu étoffé et que le transport va beaucoup plus se porter mieux. Donald, un mot apprécié par rapport à la responsabilité des élus. Oui, je pense que c'est fondamental parce que les élus municipaux et communaux sont quand même, ils sont le prolongement de l'État central. Donc en partie, ils sont l'État en partie. Et donc, ils doivent quand même, sans attendre l'État central, prendre des mesures. Dans plusieurs communes où il y a des embarcadères, il y a des mairies quand même qui prélèvent des redevances sur chaque bac au départ. Chaque bac, chaque visiteur, chaque touriste, c'est-à-dire qu'ils perçoivent des devises pour la commune. Mais qu'est-ce qu'ils font en retour quand même pour quand même permettre à ces citoyens de circuler sur les eaux dans les normes sécuritaires qu'il faut. Je pense qu'aujourd'hui, il a eu assez de passivité à leur niveau et aujourd'hui, il a lieu de prendre conscience quand même du danger que nous courons et ils doivent prendre des mesures. Et ça passe déjà par la sensibilisation parce que aujourd'hui, ils ont des bases. Parce que ceux qui font ce transport fluvial ou lagunaire ont des associations, ils ont des regroupements qui sont dans les communes où ça vient par moment où ils font des fêtes, ils invitent les autorités, mais ces autorités ne vont que s'appesantir sur eux que pour les campagnes électorales, pour des enjeux politiques. Aujourd'hui aussi, ils doivent aller vers ces gens pour s'appuyer sur les regroupements, pour les sensibiliser désormais sur les enjeux du transport fluvial et maritime aujourd'hui, pour leur dire que désormais votre vie est en danger tant que vous allez continuer par utiliser ces bacs de fabrication artisanale, ces pirogues de fabrication artisanale, mais dans vos regroupements, dans vos coopératives, vous pouvez quand même, parce que les gens qui ont l'initiative de faire des tontines, et donc ces élus où l'État même peut les appuyer à aller vers les systèmes financiers décentralisés pour contracter des prêts où ils peuvent ces bacs motorisés, des motorités modernes, vous voyez, et en coopérative quand même il peut commencer par gérer. Et là, c'est-à-dire que par ricochet, on les impose des normes. Désormais, on vous donne la possibilité d'aller contracter des prêts pour acquérir des bacs motorisés. L'État peut décider de subventionner ces bacs motorisés à caractère qui sont plus ou moins modernes, pour qui garantit bien fixe de passagers à bord, parce que là bien aussi fixe, c'est ça, c'est-à-dire que tout ça là passe par la sensibilisation, et pas aussi la sanction, parce que les deux iront de pair, mais il faut poser un préalable. Il faut leur donner la possibilité de commencer par renouveler les moyens de transport et leur donner les informations indispensables requises idoines pour leur suivi. C'est de leur donner, c'est de leur permettre de savoir quand est-ce qu'il faut naviguer sur l'eau, lorsqu'il ne faut pas naviguer sur l'eau. Merci. Nous disons, en tout cas, la question reste toujours d'actualité. Nous saluons déjà ces associations ONG qui commencent déjà par faire le geste. L'ONG Aide, par exemple, par le truchement de l'Agence nationale pour la protection civile, a donc offert 2 bacs motorisés à la population de l'autre côté de Karimaman. Certainement que d'autres initiatives vont se suivre pour que nos populations, le transport sur nos eaux, nos cours d'eau soit fortement beaucoup plus sécurisé. Nous allons passer au second sujet, chers invités. Il s'agit donc du stockage et de la distribution des produits pétroliers. Et il n'y a de jours où l'on ne constate la présence donc des tanks dans les coins de rue de notre pays, des tanks pour le stockage et la distribution donc des produits pétroliers. Cette prolifération inquiète et interpelle donc les autorités. Le ministre Samou Seydou Adambi a rappelé les auteurs donc à l'ordre. L'ouverture et l'exploitation de ces infrastructures sont subordonnées à une autorisation préalable, une autorisation conformément au décret 2008-614 du 22 octobre 2008 qui définit clairement les modalités. Mathieu Boucor, la question reste posée. Il faut vraiment sanctionner, rappeler les auteurs de l'installation de ces infrastructures à l'ordre. C'est un arrêté qui date de 2008. Il faut le souligner parce que depuis 2008, la population n'a pas encore compris
et qu'il faut se mettre en règle avant de mener une activité concernant tout ce qui est exploitation, produits pétroliers, etc. Vous savez, dans nos différentes villes et campagnes, c'est un problème qui se pose avec acuité. Les jeunes, ou bref, la population qui s'adonne à cette activité sans comprendre véritablement les contours qui sont menés pour pouvoir se mettre dans les normes. Le ministre Seydou Adambi, ministre des Mines, a compris aujourd'hui qu'il faut taper du poing sur la table et arrêter la saignée parce que tout le monde se lève et encore que quelle est la qualité de ces produits qu'on donne à la clientèle. C'est là que se pose le problème. Ce n'est pas seulement un Béninois lambda qui consomme un produit pétrolier. Vous savez, quelle que soit sa région, il peut être au Bénin et en consommer. Il dit peut-être au Bénin, voici ce qu'on nous vend. Le produit qu'on vend au Bénin n'est pas un produit de qualité. Alors qu'on mélange déjà serviettes et torchons. Je crois qu'aujourd'hui, le ministre Adambi a compris qu'il faut arrêter la saignée, qu'il faut aller très loin. Et je pense que le gouvernement a mis en place tous les dispositifs, non pas parce qu'on a interdit de ne pas vendre ces produits, mais il faut contrôler, il faut avoir un œil derrière ceux qui vendent ces produits et comprendre en réalité quels sont les produits qu'on vend. Et pour que le désordre qui se mène autour de cette activité soit arrêté. Aujourd'hui, la décision ou l'arrêté 2008 du ministre Adambi a été clair. On n'a jamais interdit à qui que ce soit de ne pas vendre, mais on les invite à venir se conformer au respect des tests pour que le gouvernement les accompagne. Voilà, l'installation tous azimuts de ces tanks, de ces infrastructures constitue un véritable danger pour la population parce que certainement ces infrastructures sont dirigées sans respect, sans aucune norme. Oui, je crois que c'est ce qui se passe, ça répond à un besoin. Il y a d'abord un besoin qui est là à satisfaire et pour pouvoir satisfaire ce besoin, il y a des prérequis, il y a des préalables à faire, c'est justement ce que stipule l'arrêté de 2008, mais que les Béninois trouvent la manière de contourner. Vous savez, le Béninois, cette manie de pouvoir trouver des voies et moyens pour éviter ce qui doit être normalement fait. Et c'est en cela que le ministre a dû taper du poing sur la table pour sortir le communiqué. Voilà. Et donc, je crois que dans les grandes villes, au bord de nos grandes voies, ce que nous voyons, les infrastructures de sociétés pétrolières que nous voyons, je crois que ça doit, on ne me dira pas que cela ne sont pas en normes. On parle surtout des temps des infrastructures. Oui, justement, j'en viens. Okay. C'est avec des noms des sociétés que nous connaissons qui sont dans le système depuis un certain moment et que nous voyons se mettre en place à des postes, à des endroits stratégiques pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Mais dans nos rues, dans les coins un peu, dans les zones un peu reculées, c'est là que se pose le problème. Et j'ai posé la question à quelqu'un qui m'a soufflé que ça doit être des gens qui sont dans le secteur, des gens qui sont peut-être dans le transport de produits pétroliers ou bien qui sont dans des sociétés, de grandes sociétés où ils exercent cette activité, qui peuvent avoir la manie de pouvoir ériger chez eux. Parce que moi, j'en ai vu, même dans des maisons où on creuse, on enterre des tanks et puis on vend des produits là. Mais le risque est là. Est-ce que ces tanks-là qui sont enterrés ou bien laissés à l'air libre, est-ce que ces tanks répondent à des besoins, à des normes? Vous savez que ces produits sont des produits très inflammables. Est-ce qu'on peut faire ces activités dans des agglomérations et pouvoir ne pas exposer la population à des risques d'incendie? C'est là que se pose la question, parce que si vous devez ériger une telle infrastructure, vous devez situé là où vous voulez l'ériger, on doit étudier l'espace pour voir si est-ce que ça répond, est-ce qu'il n'y a pas des maisons autour qui pouvaient, avec le feu et tout, causer un tant soit peu de l'incendie à la population. Donc je crois que ça doit être ce que canalise certainement l'arrêté de 2008, histoire de pouvoir donner l'agrément à celui qui veut se mettre dans le secteur. Donc ce que nous voyons dans nos rues, dans nos maisons aujourd'hui,
ne répond pas du tout même à des normes environnementales, parce que est-ce que ces produits, vous savez, c'est des produits d'une certaine toxicité en fait. Est-ce qu'on doit pouvoir donc les manipuler et qui sont ceux qui vendent? Est-ce que ceux qui détiennent ces tanks-là dans nos maisons? Je me pose la question. Est-ce qu'ils sont vraiment formés pour? Donc, toute question qui se pose, et un État sérieux comme le nôtre doit pouvoir réglementer ce secteur. C'est ce qui se fait aujourd'hui. On doit pouvoir que ces gens-là, ceux qui ont déjà, parce que je le disais tantôt, ils répondent certainement à un besoin, qu'ils viennent se conformer à la loi, qu'ils viennent se faire connaître, et donc qu'on puisse étudier leur lieu d'exploitation de ces produits, pour pouvoir donc de leur donner le libre cours à pouvoir travailler librement, à satisfaire le besoin de la population. Vous savez que le Payo aujourd'hui, malgré la fermeture des frontières avec le Nigeria, les Béninois essayent de circuler, essayent de trouver son essence, essayent de trouver le carburant vaille que vaille, et c'est grâce à ces sociétés-là, grâce à ces stations-là régulièrement installées au Bénin que nous arrivons à circuler aujourd'hui. Mais il faudrait qu'on en multiplie et que peut-être le coût du produit puisse descendre et que le citoyen lambda puisse l'avoir à la pompe comme cela se doit, et que aussi notre environnement puisse bien se porter. Oui, Donald Arossi. Oui, je pense que ce que Sylvain a souligné tout à l'heure, c'est fondamental, parce que c'est un secteur à risque. Le produit commercialisé est un produit inflammable. Et donc, pour le commercialiser, il faut que ce produit soit commercialisé dans un cadre adéquat, où les risques d'incendie soit le plus minimisé possible. Du coup, l'État doit avoir un regard sur le lieu d'exploitation et la manière dont le produit est commercialisé. Encore que ce soit une étude environnementale et aussi les infrastructures, les équipements utilisés. Si ces équipements, ces infrastructures répondent aux normes et préconisées. Et du coup, ça c'est un préalable pour pouvoir commercialiser ces produits. Et donc, l'État doit savoir qui fait quoi dans ce secteur-là, et pour pouvoir régulariser ça au mieux, pour protéger non seulement les vendeurs, mais aussi les citoyens. Mais au-delà de ça, c'est ce que Sylvain est en train de dire et qui est fondamental. C'est-à-dire que ceux qui le font ont l'envie d'abord, premièrement, d'entreprendre, de faire du commerce, mais ils répondent forcément à un besoin, parce que ce n'est que dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations qu'on a les dispositifs de commercialisation modernes. Outre les grandes agglomérations, même dans les grandes villes, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans les ruelles, dans les vents ou dans les quartiers un peu isolés, vous n'avez pas droit à des dispositifs modernes de commercialisation de produits pétroliers. Et loin, quand vous allez dans les communes, dans les villes qui sont très loin de Cotonou, Porto-Nouveau, Parakou, c'est-à-dire qu'on a du mal à s'approvisionner de produits pétroliers si ce n'est pas les vendeurs de l'informel. Et donc, du coup, au-delà même de la régulation du secteur, l'État doit se pencher fondamentalement sur ce problème. Parce qu'aujourd'hui, pour prendre l'agrément en tant que société, pour avoir l'autorisation de commercialiser, d'abord d'importer, de commercialiser les produits pétroliers chez nous, c'est plusieurs dizaines de millions. Donc, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Alors que la plupart des gens qui interviennent dans ce secteur, outre les grands grossistes, c'est-à-dire ce sont des petits citoyens qui veulent survivre quand même, et il y a les autres citoyens qui sont dans les coins reculés, dans les villages, dans les quartiers de vie très lointains, qui n'ont pas, dans les campagnes, qui n'ont pas accès même aux produits. Et donc, ils ne s'approvisionnent que par ceux qui exercent dans l'informel, dans l'illégalité. Mais comment faire pour pallier à ça? C'est à cela que l'État doit se pencher, pour dire qu'il faut trouver un moyen pour permettre aux gens quand même de pouvoir avoir l'autorisation, l'agrément plus facilement. S'il faut les trouver un système de financement pour que ceux-là aussi puissent commencer par se mettre à leur propre compte et payer en retour progressivement, c'est-à-dire ce financement, tout en respectant les normes. Parce que tant qu'on ne va pas favoriser, c'est-à-dire l'exploitation et la commercialisation à ces personnes, et que la population, ces citoyens qui sont dans les zones reculées, vont toujours éprouver le besoin, soyez sûrs, les citoyens béninois vont toujours continuer par contourner la loi. Il n'a rien à faire. C'est de la nature humaine. Je pense qu'il faut qu'on clarifie.
parce qu'en suivant Donald, je pense qu'il faut clarifier rapidement. 5 minutes. 5 minutes. Je pense qu'il faut clarifier parce que faudrait pas qu'on fasse confusion. Vous savez, quel que soit ce que nous allons faire avec le Béninois, le Béninois reste toujours égal à lui-même. Il y a une différence. L'État n'a jamais dit qu'il n'est pas prêt à accompagner ou à favoriser n'importe quel commerçant qui doit venir dans ce métier ou dans ce secteur. Il y a un problème qui se pose, on dit conformez-vous au test. On est prêt à vous accompagner. L'État n'a jamais refusé d'accompagner quelques acteurs ou quelques commerçants. Il y a une situation, le commerçant qui a entrepris depuis des années et qui maîtrise déjà le secteur de l'informel parce qu'il veut que tout lui revienne. Il ne veut pas payer d'impôts, mais il veut que tout lui revienne. L'État ne peut en aucun cas accepter cela. Mais au même moment, la population crie et dit qu'on n'a pas nos salaires, qu'on n'a pas nos primes, qu'on n'a pas telle revendication. Je pense que la seule option aujourd'hui, c'est de canaliser et de, tel qu'il l'a dit, voir plus loin avec les conséquences. Parce que oui, les stations, on ne peut en aucun cas tout faire. On ne peut pas construire des stations modernes avec quelques ajustements aujourd'hui, avec l'accompagnement de ces acteurs qui commercialisent ces produits. On pourrait les amener à comprendre l'enjeu. Et je crois que c'est pour ça que l'arrêté 2008 et surtout le communiqué, du ministre, c'est ce communiqué qui est venu rappeler encore les gens, parce que les principes sont là, sont clairs. Revenez, nous allons discuter. Et voici les principes, voici les clauses qui sont mises en place. Et en ce moment-là, chacun pourrait se situer et voir quel est son droit et quel est son devoir. Très bien. Bon, je vais ajouter quelque chose rapidement. Pas beaucoup de temps. Oui, nous n'avons plus beaucoup de temps. L'État est conscient. L'État est conscient que ce n'est pas aussi facile aux gens de venir se conformer aussi. Parce que ça a un coût. Ça a un coût pour non seulement prendre l'agrément et aussi mettre le dispositif de commercialisation moderne sur place. Tout est une question de dialogue. Tout est une question de dialogue et de négociation. Le chef de l'État est conscient, oui. Le chef de l'État a fait une promesse il y a quelques années en arrière. Il a dit qu'ils vont mettre quand même un projet sur place pour doter ceux qui sont dans l'informel de mini-stations. Et ils vont payer progressivement parce que le chef de l'État aussi est conscient que les citoyens lambda qui quand même sont dans l'illégalité, qui sont dans l'informel, la plupart n'ont pas les moyens pour se doter de ce système d'exploitation moderne et aussi aller prendre l'agrément comme ça. Donc il faut quand même que l'État se penche sur ce projet pour Merci. Et c'est pourquoi on doit pouvoir ressusciter la Sonacop pour que peut-être confier l'importation à la Sonacop et la distribution serait beaucoup plus souple. L'agrément de commercialisation du dispositif assouplir aussi les conditions aussi de population. Il faut assouplir les conditions. Il y a tout un travail à faire pour Oui, nous saluons déjà ces efforts qui sont faits au plan national. Nous constatons quand même qu'il y a des stations qui sont en train d'être installées un peu partout dans le pays. Ceci pour vraiment répondre aux besoins. C'est vrai. L'autre secteur étant là, l'État prendra en tout cas en son temps des dispositions nécessaires pour pallier à cela. Chers invités, merci d'être venus ce matin. Mathieu Boko, je rappelle, vous êtes journaliste à ETélé. Merci d'être venu ce matin. Merci. Donald Arossi, directeur de publication du quotidien Ligne Béné Toro. Merci de répondre toujours à notre invitation. C'est moi. À vous aussi, Sylvain Etchou. Merci d'être là. C'est un plaisir, c'est un plaisir. On se dit à très très bientôt. Nous allons, avant de partir, parcourir rapidement les titres de certains quotidiens. Il s'agit bel et bien du matinal que nous pouvons lire très rapidement. Matinal qui affiche aujourd'hui gestion du personnel enseignant non étatique, les obligations des agences privées de placement. Institut supérieur de sciences de l'information et de la communication, la troisième promotion donc devant les jurys. Merveille Sabouran première avec la mention très bien. Classement 2019 de la meilleure qualité de route en Afrique, le Bénin gagnant 3 places. Renforcement du personnel des forces armées béninoises, le recrutement de 500 militaires lancé. Ainsi prend fin le matin de ce jour. Merci de nous avoir suivis. À demain.